par me présenter. On est déjà 257 personnes, il est midi 4. On va commencer. De toute façon, il y a plusieurs personnes qui voulaient regarder en rediffusion, donc il n'y a peut-être pas 400 personnes finalement qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Mélissa Farcou, je suis orthophoniste depuis déjà 10 ans et je travaille au Québec, au Canada. Pour ceux qui sont d'ici, je suis sur la rive sud à Saint-Lambert, mais je travaille encore à Montréal. Je suis un petit peu partout là. Et de plus en plus, je m'intéresse à offrir des formations. Ça fait quelques années déjà que j'offre des formations. Et puis pourquoi je m'intéresse particulièrement au bilinguisme? Bien, je suis moi-même trilingue, maman de 2 enfants bilingues. Et je dirais qu'en moyenne, dans ma clientèle, 50% des enfants qui viennent me voir sont aussi bilingues. Je me spécialise auprès de la clientèle bilingue, mais en préscolaire. Donc, moi, ma clientèle, c'est du 0 à 6. Et puis, juste au fin de la formation, je vais me servir du terme bilingue ou bilinguisme pour me référer à un individu qui comprend et parle au moins 2 langues ou plus. OK? Donc, on parle aussi de multilinguisme dans ces cas et les données que je vous fournis, les données probantes, se ressemblent beaucoup pour les bilingues ou pour les multilingues. Donc, on peut quand même faire des liens entre on met cette clientèle, disons, dans le même bassin. Bon, dans le cadre de notre pratique, c'est sûr que nous sommes tous... son et image, ok, merci. Bon, j'arrête de regarder les commentaires. Dans le cadre de notre pratique, c'est sûr que nous sommes tous à des niveaux différents. Il y a certaines de vous qui travaillez en scolaire, d'autres en préscolaire et qui se demandent des questions différentes. Donc, je vais essayer de couvrir un peu les grandes lignes de tout ça pour guider vos réflexions quant à l'intervention auprès de l'enfant bilingue. Puis il y a clairement un gros besoin, là, avec toutes les inscriptions que j'ai eues. Il y avait même une 800aine de personnes intéressées à cet événement. Mais bien sûr, pour discuter d'une intervention efficace et soutenue par les données probantes, c'est sûr qu'il faut que je touche, là je vais dire brièvement, à l'évaluation parce que l'évaluation en soi, c'est toute une autre formation. Alors, j'avais déjà lancé une formation sur l'intervention auprès de l'enfant bilingue. Stand-by, j'ai une autre formation qui s'en vient, qui va toucher sur l'évaluation. J'ai eu beaucoup de demandes et j'ai déjà commencé à la monter, mais elle n'est pas prête encore. Par contre, je peux quand même répondre à plusieurs questions à ce sujet. Mais aujourd'hui, on parle d'intervention et je touche un peu l'évaluation. Et je continue toujours à apprendre moi-même et à peaufiner et à lire et à m'instruire et à mettre ça en pratique dans mon quotidien. Alors, saviez-vous un petit fait intéressant que 50% de la planète parle plus qu'une langue. Donc, je veux juste revenir sur le mythe. Je suis sûre que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais parmi les bilingues versus les monolingues, on ne trouve pas une plus grande incidence de troubles développementaux du langage chez les enfants qui parlent plus qu'une langue. Donc, on sait que l'enfant monolingue versus le plurilingue n'est pas à l'abri d'un trouble développemental du langage, mais le bilinguisme en soi n'en est pas la cause. Si jamais vous voulez réviser les mythes à propos du bilinguisme, j'ai 2 blogs qui parlent, 2 billets sur mon site web qui en parlent. Alors, vous pouvez référer des familles à ces blogs-là s'ils s'intéressent. Et j'ai aussi mis des ressources en bas de ces billets vers d'autres liens externes, vers des collègues ou d'autres sites qui fournissaient des pamphlets à remettre, par exemple, aux familles. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'une fois que l'enfant est arrivé dans notre bureau? Bon, alors je vais commencer par redéfinir certains termes pour être sûr qu'on se comprend tous et toutes. Je suis sûre que vous connaissez déjà ces termes, mais l'implication de ces termes est importante à l'évaluation et à l'intervention. Donc, je commence par vous présenter les différents profils d'enfants bilingues et pourquoi c'est important de connaître le profil de l'enfant qui se présente devant vous. Alors, pour s'assurer qu'on se comprend bien, quand on parle de la langue majoritaire, on parle de la langue d'enseignement ou la langue de la communauté. Ici au Québec, la langue majoritaire, c'est le français, mais à travers le Canada, ça va être le français et l'anglais. Dépendamment de la province, la langue majoritaire, il y a une ou l'autre qui peut prendre le bord. Certaines provinces, c'est l'anglais et d'autres le français, mais on va vraiment trouver ces 2 langues couramment partout dans la communauté.
Et la langue minoritaire, bien sûr, c'est la langue qui aurait un statut inférieur ou la langue qui n'est pas nécessairement accessible dans la communauté, qui n'est pas parlée, qu'on ne va pas retrouver à l'extérieur de la maison. Il n'y a pas de ligne distincte entre ce qui est considéré minoritaire et majoritaire. Okay? Ce sont des notions qui sont sur un continuum. Alors, je voulais vous illustrer un exemple. Vous excuserez ma ligne qui n'est pas super droite. Je veux juste voir si vous voyez bien parce que j'ai comme fermé ma caméra. OK. Est-ce que vous voyez bien mon tableau avec ma ligne un peu en diagonale? Bon, je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que le bilinguisme, excusez-moi, les notions de minoritaire, majoritaire, ça se retrouve sur un continuum. C'est important de comprendre la langue que l'enfant parle qui se présente devant vous est importante et puis les opportunités pour se pratiquer, des opportunités de qualité sont très importantes aussi. Alors, je vous donne l'exemple. Par exemple, le sango, qui est une langue de la République centrafricaine. Ici, au Québec, du moins au Canada, ça va être une langue vraiment qui va se retrouver au bout de la ligne minoritaire. Donc, ensuite, le créole, ici au Québec, oui, en effet, c'est quand même une langue minoritaire. On va quand même trouver des bulles d'Haïtiens dans certaines régions à Montréal, au Québec, qui vont parler le créole. Alors, ça va être une langue minoritaire, mais un petit peu moins que le sango parce qu'il va y avoir une communauté un petit peu plus large haïtienne. Là, je vous donne un autre exemple, le mandarin. Si on y va dans l'Ouest canadien, puis on pense à Vancouver, bien, le mandarin aussi, c'est une langue minoritaire. Hein? On parle encore du Canada. Les langues majoritaires sont le français et l'anglais, mais il va y avoir une grande communauté où les enfants qui parlent le mandarin et l'entendent vont pouvoir y avoir accès. Ensuite, l'espagnol, je vous donne ici l'exemple en Californie. Encore une fois, en Californie, la langue majoritaire, c'est l'anglais, mais il va y avoir vraiment une grande population qui va se retrouver dans la communauté, pas dans les magasins nécessairement, mais dans certaines bulles, dans certaines régions. Alors, elle va être encore plus accessible, mais toujours en étant une langue minoritaire de la ville ou de l'État en soi. Et ici, bon, on a les langues majoritaires français, anglais. Donc, ensuite, la prochaine définition, bon, lorsque je me réfère à la L1, ça veut dire que je me réfère à la langue qui est considérée comme la première langue qui a été acquise et la langue aussi qui est dominante. Ça ne veut pas dire que, excusez-moi, donc la langue dominante, le fait qu'une langue soit dominante est intimement lié avec la quantité et la qualité d'exposition à la langue, OK? Et le fait qu'elle soit dominante va aussi être influencé par le statut de la langue dans la société. Okay, donc, c'est pour ça que ces concepts sont très importants. Et ensuite, la L2, ça va être la langue qui a été introduite, bon, soit en parallèle avec la L1 ou après, mais ça va être peut-être la langue qui est moins dominante. Il faut se rappeler que le bilinguisme en soi est complexe et en constante évolution. L'enfant qui est dominant, par exemple, dans une langue minoritaire. Donc, si j'ai une famille immigrante et un enfant domine en sango, par exemple, en arrivant ici au Canada, un enfant de 3 ans, par exemple, 4 ans, à un moment donné, il va finir par y avoir un transfert, et c'est démontré dans la littérature, il va finir par y avoir un transfert où la langue minoritaire, qui était sa langue dominante, va devenir sa langue non dominante et il va y avoir un transfert vers la langue majoritaire, la langue de la communauté pour la langue dominante. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer combien de temps est-ce que ça va prendre pour que ce shift, ce transfert se fasse à la langue majoritaire pour la langue dominante. Et aussi, pendant ce temps-là, si l'enfant n'a pas encore acquis complètement sa langue maternelle ou sa langue d'origine, la langue qui était justement la langue dominante,
l'enfant peut commencer à perdre aussi dans cette langue pendant qu'il commence à acquérir la nouvelle langue, la langue de la communauté, la langue majoritaire. Alors, encore, c'est des concepts qu'il faut garder en tête. Maintenant, maintenant, je vous parle des types de bilingues simultanés. Okay? Donc, quand on parle de bilingue simultané, on parle d'une acquisition qui se fait avant 3 ans. Certains bilingues simultanés vont avoir 2 langues avec un statut supérieur, donc 2 langues majoritaires qui vont se retrouver dans la communauté. Ici, à travers le Canada, c'est quand même très accessible de retrouver le français et l'anglais. Et ça va avoir des impacts sur l'évolution et le développement du langage de l'enfant parce que les opportunités sont plus nombreuses, les opportunités de qualité et les locuteurs différents sont présents pour ces enfants-là. Ensuite, on a les bilingues simultanés où il pourrait y avoir une langue qui est minoritaire, qui est apprise simultanément avec peut-être une langue minoritaire, deux langues minoritaires ou une minoritaire et une majoritaire. Par exemple, si on a des premières générations qui sont arrivées ici, qui ont eu leurs enfants ici, ils vont parler une langue d'origine à la maison et simultanément, l'enfant sera peut-être exposé à l'extérieur de la maison à une langue ou 2 langues majoritaires. Maintenant, pourquoi on veut comprendre ces concepts-là? Ah, excusez, je voulais vous faire la distinction aussi avec les bilingues séquentiels. Encore, il y a la distinction. Donc, le bilingue séquentiel, c'est pas clair dans la littérature où est la coupure. On s'entend plus ou moins à 3 ans. Donc, il peut y avoir un bilingue séquentiel plus précoce, donc qui commence à apprendre sa 2e langue après l'âge de 3 ans. Et ensuite, on a les enfants, les bilingues séquentiels qui commencent à apprendre la 2e langue, habituellement, parfois une langue majoritaire, au moment de la scolarisation. Alors, on a un bilingue séquentiel soit avec sa L1, qui est une langue majoritaire, et ensuite qui est scolarisée dans une langue minoritaire. Donc, ailleurs au Canada, dans des provinces qui sont plus anglophones, l'anglais va se retrouver dans la communauté. Ensuite, l'enfant commence à apprendre le français une fois qu'il est scolarisé, mais à ce moment-là, le français est un peu plus minoritaire parce qu'il ne sera pas vraiment trouvé à l'extérieur de la maison si couramment. Ensuite, l'autre type de bilingue séquentiel, c'est celui qui a une langue minoritaire. C'est ce que je rencontre. Bon, je dirais que je rencontre ça plus souvent, mais c'est pas vrai. Je rencontre beaucoup de bilingues anglo-franco, mais un bilingue séquentiel qui a une langue minoritaire et ensuite qui est scolarisé dans sa langue majoritaire. Donc, on veut comprendre tous ces concepts-là pour comprendre l'importance de l'accessibilité à la langue dans la communauté. Parce que le statut de chaque langue dans la communauté ainsi que l'histoire développementale et socio-linguistique ou ethno-linguistique va nous permettre de mieux prédire le développement des habiletés linguistiques de l'enfant et de dresser aussi un portrait de nos attentes sur le plan du développement linguistique. Et tout ça va nous guider, bien sûr, dans nos choix d'intervention et le support qu'on va offrir à la famille. Donc, en partant, je veux savoir qui se présente dans mon bureau. Maintenant, quand j'ai donné ma formation au mois de juin-juillet, j'avais des apprenantes qui étaient dans une situation différente que moi. Donc, moi, je suis plus de première ligne. Donc, c'est moi vraiment qui va aller dépister, évaluer, diagnostiquer ou parfois observer parce que je suis en petite enfance. J'avais des filles qui participaient, qui, elles, recevaient les enfants dans leur bureau, dans le système public. Moi, je suis au privé à mon compte. Vous rencontrez les enfants une fois qu'ils étaient déjà diagnostiqués. Mais là, je me posais la question, bon, est-ce que le diagnostic est réellement un diagnostic de trouble développemental du langage? Mais peu importe, je veux sonder la famille, je veux vraiment aller recueillir ces informations, même si le diagnostic a déjà été posé, parce que toutes ces informations sur le profil et le développement et le cheminement de la famille, si c'est des immigrants, va avoir un impact sur ce que j'observe dans les habiletés présentes et sur mes objectifs aussi d'intervention. Donc, les autres facteurs qui sont démontrés dans la littérature comme étant vraiment prédictifs des habiletés langagières chez les bilingues sont l'âge d'acquisition. Donc, à quel âge est-ce que l'enfant a commencé à parler L1, L2? Ensuite, le temps d'exposition à chaque langue. Depuis combien de temps est-ce que cet enfant est exposé à la langue? Est-ce que l'exposition a été constante? Et
Même si l'exposition est constante, je veux aussi voir la quantité d'exposition à chaque langue. Donc, on parle vraiment du pourcentage. Alors, j'avais illustré dans ma dernière formation que si on prend, par exemple, 13 heures d'éveil pour un enfant, dans une journée scolaire, on peut se dire, bon, c'est la langue qui va être parlée à la maison et ensuite, pendant les 7 heures passées à l'école, l'enfant sera exposé à la langue de scolarisation et ensuite, en soirée, il retourne peut-être à sa langue maison, qui est, oui ou non, la même langue qui est parlée à l'école. Mais il faut aussi considérer les fins de semaine, les personnes significatives dans la vie de l'enfant, les sorties, la fratrie, les amis. Tous ces facteurs vont nous aider dans nos interventions à aller chercher le input, si vous voulez, de qualité. Et puis, il va nous aider aussi à avoir vraiment la quantité réelle d'exposition à la langue. Parce qu'une des données qui ressort dans la littérature, c'était Torda-Dortir en 2011 et 2014, si je ne me trompe pas. Elle a trouvé que le pourcentage, le numéro magique, c'était une exposition d'au moins 40% dans une des langues. Donc, c'est pas obligé d'être dans les deux langues, mais si on comparait à des enfants monolingues, et à ce moment-là, elle a regardé vraiment le vocabulaire réceptif et expressif. Donc, si on calculait, si l'enfant atteignait 40% de son temps d'éveil et de façon continue depuis la naissance, l'exposition à au moins une des langues, il pouvait atteindre, soit pour le vocabulaire réceptif, le même niveau qu'un monolingue, okay, dans une des langues. Par contre, pour le vocabulaire expressif, l'enfant devait être exposé 70% du temps à une des langues pour atteindre le vocabulaire expressif équivalent à un enfant monolingue. Mais ce qui est important là-dedans, puis oui, c'est un nombre qui est important parce que moi, quand je fais le calcul d'exposition aux langues, donc je veux vraiment savoir est-ce que l'enfant est suffisamment exposé à chaque langue, c'est quoi les objectifs familiaux. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le bilingue n'est pas deux enfants monolingues en un. Donc, si j'échantillonne juste une langue, ce n'est pas suffisant, je n'ai pas le portrait complet. Si je détermine que l'enfant est réellement dominant dans une langue, je devrais vraiment aller évaluer cette langue entièrement et ensuite aller compléter avec la deuxième langue. Il faut se rappeler que le bilingue n'apprend pas 2 fois à parler, ni 2 fois à lire ou 2 fois à écrire. Quand j'évalue un enfant, je ne peux pas comparer une ou les deux langues à un enfant monolingue. Il ne se développe vraiment pas de la même façon. Et puis mon objectif, ce n'est pas non plus que l'enfant maîtrise sa langue majoritaire ou sa langue dominante comme un enfant monolingue, parce qu'il va toujours y avoir des subtilités entre ces deux types de locuteurs, monolingue versus bilingue. Et puis, c'est vraiment intimement lié avec la culture, la quantité d'exposition, la qualité d'exposition, l'âge d'exposition et beaucoup plus de facteurs subtils et complexes. Maintenant, je vous donne un exemple. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les premières combinaisons de mots chez le bilingue simultané vont apparaître au même moment que chez les monolingues. Par contre, la vitesse à laquelle la longueur des énoncés se développe, ainsi que le développement de la morphologie, tout ça va dépendre des facteurs que j'ai mentionnés. Donc, quelles sont les opportunités pour cet enfant d'entendre et de pratiquer sa langue, avec quel type de locuteur, donc quantité d'exposition, pourcentage d'exposition, qualité d'exposition, pourcentage d'exposition et les locuteurs variés dans sa vie familiale et scolaire. Donc, peu importe à quel moment l'enfant arrive dans votre bureau, et dans quel contexte, je ne peux pas assez mettre l'emphase sur l'importance d'aller retrouver ces données ethno-linguistiques et culturelles aussi, et le rôle que la famille va jouer dans l'évaluation
votre analyse et dans l'intervention aussi. Je veux aussi pouvoir recueillir des informations sur les apprentissages linguistiques de chaque enfant parce qu'ils présentent chacun des défis uniques et vont se développer encore différemment sur le plan linguistique. Ça ne veut pas dire que on parle nécessairement d'un trouble. Ça veut dire que c'est complexe puis c'est pas linéaire. Donc, je me répète un petit peu là, mais le lien entre l'appartenance culturelle et le développement linguistique est intime. Et nous, bon, je parle du moins au Canada, l'approche qu'on prône et les stratégies qu'on va enseigner en coaching aux parents, c'est une approche vraiment occidentale. Alors, il faut aussi reconnaître la diversité culturelle de nos clients et il faut reconnaître que notre approche ou nos stratégies ne sont pas universelles. Donc, il faut vraiment être allumé à l'idée que nos connaissances reflètent notre culture. Donc, je vous donne un exemple concret. Tantôt, je vous ai parlé de la République centrafricaine. J'ai une famille que j'ai rencontrée récemment. En parlant à la mère, en recueillant mes informations, j'ai su que l'enfant passait plus de temps avec une grand-mère et ses oncles. Alors, j'ai demandé à ce que la grand-mère soit présente pour la remise de l'évaluation, du rapport d'évaluation, parce que j'ai pas posé de diagnostic encore, mais je voulais pouvoir discuter des stratégies de stimulation du langage avec les personnes significatives dans la vie de cet enfant-là. Et comme je proposais de fermer les écrans parce qu'il y avait beaucoup d'exposition aux écrans, j'ai aussi proposé à la famille de jaser davantage avec la fillette, mais je regardais aussi c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qu'ils font habituellement eux ensemble, est-ce qu'ils jouent ensemble, est-ce qu'ils sortent au parc, est-ce qu'ils chantent des chansons, des comptines, est-ce qu'ils leur font de la lecture, tout ça. Fait que je veux saisir les opportunités. La mère de l'enfant servit aussi comme interprète avec la grand-mère qui ne parlait pas très bien le français. Et puis j'ai su que en République centrafricaine, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous avez l'habitude, les adultes, de vous adresser directement aux enfants? Et la grand-mère m'a répondu, non, on ne parle pas aux enfants. Alors voilà, j'ai su poser les bonnes questions et la famille vous fournit vraiment les informations. Ils sont votre source la plus précieuse d'informations par rapport à leur culture et les habitudes. Et puis, bon, j'ai proposé quelles sont les autres opportunités pour que cet enfant soit stimulé si ce n'est pas directement avec la grand-mère. Et effectivement, il y avait des oncles qui sont des plus jeunes enfants, mais c'est des oncles quand même qui interagissent beaucoup avec cet enfant-là. Et puis, on a trouvé un moyen que les oncles puissent, eux, avoir plus d'interaction avec l'enfant en question. Aussi, je travaille souvent avec des familles haïtiennes. Et puis, tu sais, quand on parle d'attention conjointe, d'interaction, souvent, nous, on veut aller se mettre à la hauteur de l'enfant, aller établir un contact visuel. Mais chez les Haïtiens, c'est vraiment pas acceptable que les enfants regardent directement les adultes dans les yeux. Donc, les enfants vont se tenir avec les yeux bas. Ils vont plutôt être... vous comprenez un peu d'où je viens. Alors, vraiment faire recueillir des informations par rapport à tout ce qui est identitaire culturellement. Aussi, l'importance là-dedans, on entend encore souvent le mythe de s'en tenir, se concentrer sur la langue de scolarisation. Pourquoi est-ce qu'on veut complètement éviter ça? Bon, je pourrais passer une heure complète à vous expliquer l'importance du maintien de la langue maternelle, mais juste pour vous apporter des petits points. On veut que la langue maternelle soit maintenue parce que souvent c'est une L1, c'est une langue qui a déjà été introduite. La maîtrise, le développement du L1 va soutenir l'apprentissage du L2, surtout si on est en situation de bilinguisme séquentiel. En fait, même en bilinguisme simultané, les deux langues vont se soutenir. Il va y avoir une transférence de connaissances d'une langue à l'autre. Ce n'est pas direct et pas toutes les connaissances vont se transférer, mais il y a un soutien d'une langue à l'autre. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas deux enfants monolingues. L'enfant ne rapprend pas à parler une deuxième fois. Donc, il faut soutenir la langue maternelle parce que
surtout pour un enfant ayant un trouble du langage, ça peut lui servir, il peut avoir des ressources sur lesquelles il va piger dans sa langue maternelle qui vont se transférer. Ça va aussi faciliter sa communication avec les autres en utilisant les ressources qu'il a dans ces deux langues. Donc, je veux aussi m'informer à propos des habitudes de littératie familiale, la cuisine, ça peut être du vocabulaire qu'on peut inclure dans nos interventions. Je veux m'informer sur les habitudes de chansons, comptines, etc. Donc, un enfant immigrant, par exemple, ce n'est pas le cas pour tous les enfants bilingues, ils ne sont pas tous des immigrants, mais il faut aussi tenir compte du fait que l'enfant qui a immigré avec sa famille fait face à plusieurs apprentissages, donc pas juste une nouvelle langue, mais aussi une nouvelle culture. Alors, c'est ce qu'on appelle une acculturation double. L'enfant doit apprendre comment se servir de deux langues, en fait d'une deuxième langue, mais aussi comment le faire d'une façon qui est culturellement acceptable. Donc, c'est vraiment une double transition culturelle. Et pour cette raison, on ne veut pas que la famille se concentre juste sur la langue de scolarisation parce que ça peut engendrer plus de tort que d'autres choses. Hein? On sait que la langue, c'est vraiment l'identité et ça peut brimer le lien socio-émotif entre la famille et l'enfant. Et on sait que l'enfant s'identifie, surtout le jeune enfant qui n'est pas encore d'âge scolaire, s'identifie à sa famille, à sa culture, la nourriture, les chansons, tout ça, ça fait partie de son identité. Alors, tous ces arguments et plus pour maintenir la langue maternelle dans l'intervention. Donc, en parlant d'intervention, en parlant du maintien de la langue maternelle, si ce n'est pas une langue que je parle, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour moi en tant que thérapeute pour l'intervention, puis c'est quoi les moyens que je veux favoriser? Bon, si j'ai recueilli des habitudes de vie avec la famille, donc je veux recueillir les croyances culturelles, les habitudes de communication, les routines familiales, à ce moment-là, je suis mieux outillée à développer un plan d'intervention en partenariat avec les parents et en soi avoir plus de succès en intervention. Donc, de un, si je n'ai pas l'opportunité dans mon cabinet, en privé ou au public, en scolaire surtout, je pense vraiment en scolaire, d'avoir accès à la famille, je vous encourage d'être porte-parole puis d'essayer d'avoir plus accès à la famille, même si c'est une fois par mois. Comme ça, vous pouvez multiplier les opportunités d'aller soutenir cet enfant et c'est de cette façon que vous allez le soutenir dans sa langue maternelle. OK? Il faut aussi savoir c'est quoi les objectifs familiaux. Est-ce que les objectifs, encore, en tant qu'orthophoniste, si je prends du recul puis je pense à l'enfant qui est dans mon bureau, c'est quoi l'objectif? Est-ce que mon objectif, c'est qu'il utilise un pronom personnel « je suis ta ». Est-ce que c'est fonctionnel comme objectif? Est-ce que ça répond à ses besoins? Donc, je veux vraiment regarder avec la famille, qu'est-ce qui est difficile? Je vais vraiment avoir dans l'évaluation ou dans mon intervention avec la famille d'un enfant bilingue, je vais prendre beaucoup de temps à faire du coaching, puis à m'informer sur les pratiques et les habitudes de vie et la routine pour aller saisir les opportunités qui se présentent. Est-ce que l'objectif de la famille, c'est que l'enfant maintienne ses deux langues? Bien, parfois, j'ai des parents qui sont eux-mêmes bilingues, plurilingues, et ils sont peut-être découragés justement de parler leur langue d'origine. Mais en allant parler suffisamment avec eux, je peux toujours comprendre que c'est quelque chose qui est important pour eux au niveau de leurs valeurs, de leur identité, de la culture. Alors, c'est notre rôle aussi en intervention d'être le porte-parole et d'expliquer aux parents pourquoi on encourage nous aussi de maintenir la langue qui est parlée à la maison, peu importe c'est quoi la langue, et de le soutenir avec tous les arguments parce que souvent, le parent va s'être dit par un membre de la famille, un ami, quelqu'un qui ne veut pas mal faire, mais ce mythe tient tellement que, non, il faut se concentrer sur la langue de scolarisation. L'enfant va être scolarisé en français, en anglais, peu importe. Et puis, il faut se concentrer et c'est faux. Donc, je regarde l'enfant, je regarde ses besoins. J'explique aux parents, je défais les mythes, que les parents vont souvent arriver avec des notions préconçues par rapport au bilinguisme.
Et puis, bien sûr, même en contexte de bilinguisme, de trouble développemental du langage, chez l'enfant bilingue, s'il est déjà diagnostiqué, je rappelle aux parents que l'exposition à 2 langues ne va pas exacerber le trouble du langage. OK? Donc, le trouble va se retrouver, bien sûr, dans les 2 langues, mais ça ne va pas ça ne va pas augmenter la sévérité, mais plutôt fournir au moins deux sources à l'enfant pour communiquer. Donc, un des points qui ressort dans la littérature, c'est bien, dans la mesure du possible, d'inclure les 2 langues dans l'intervention, si possible, ou de mettre plus d'attention, une attention plus poussée sur la langue dominante lorsque c'est possible. Donc, moi-même, je parle le français et l'anglais, je ne parle pas d'autres langues. Mais comment je soutiens les autres langues? Bon, si je parviens à communiquer avec le parent, c'est sûr que moi, je vais lui enseigner des stratégies, je vais l'encourager à stimuler, si je travaille le vocabulaire, on va vouloir le stimuler dans les 2 langues. Moi, dans mon bureau, je le fais dans ma langue et à l'extérieur du bureau, le parent multiplie les opportunités en allant travailler le même objectif dans sa langue maternelle. Maintenant, pourquoi on veut stimuler la langue qui est dominante, aussi qui est démontrée dans les données, c'est que les nouvelles informations vont être mieux comprises et les gains peuvent être plus significatifs et fonctionnels chez l'enfant. Hein? On veut que l'enfant il soit fonctionnel. Donc, si la famille ne parle pas la même langue que moi, est-ce que j'ai accès à un interprète? Oui, super. Sinon, est-ce que je peux être le porte-parole dans mon endroit, dans mon milieu de travail, avec mon supérieur, peu importe, que ce soit pour l'évaluation ou pour 1 ou 2 rencontres d'intervention, je vous encourage à être les porte-parole, au moins momentanément d'avoir accès à un interprète pour multiplier encore les opportunités pour cet enfant, que vous ayez accès à la famille. C'est tellement important. Je peux pas assez, je me répète, bon. Je peux aussi être créative. Est-ce que j'ai accès à un membre de la famille qui parle plus qu'une langue? J'ai déjà demandé justement avec l'histoire de la grand-mère dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux demander est-ce qu'un membre de la famille soit présent, si possible, un oncle, une tante, un grand-parent qui parle la langue, au moins de façon minimum, ou est-ce que moi-même, dans mon entourage, parmi mes collègues, parmi quelqu'un qui travaille dans mon établissement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue en question? Donc, je peux être créative aussi en trouvant mes moyens d'avoir accès à quelqu'un qui peut interpréter. Je sais qu'un vrai interprète, c'est toujours ce qui est prôné, surtout pour l'évaluation. Mais ensuite, pour l'intervention, il faut trouver des moyens d'être créatif. Et je sais encore que plusieurs d'entre vous n'avez pas accès aux familles, comme dans le scolaire. Donc, est-ce que je peux trouver des moyens d'avoir un peu plus accès à la famille? Maintenant, avec la pandémie, on est tous en ligne. 95%, 98% des parents ont accès ou ont eu l'expérience d'utiliser la vidéoconférence. Alors, ça aussi, ça peut être un autre moyen d'aller chercher et pour soutenir la langue maison. Donc, maintenant, je parle de la sélection d'objectifs pour les 10 prochaines minutes, puis ensuite, je vais vous permettre une période de questions. Quand on parle des objectifs, donc j'ai parlé beaucoup du pourquoi. Pourquoi on veut comprendre toutes ces définitions? Pourquoi on veut avoir un profil clair de l'enfant qui se présente devant nous? Tantôt, je l'ai mentionné. Si j'ai un enfant qui a des difficultés plus sévères, OK? Là encore, je pourrais retourner sur le fait, est-ce que réellement l'enfant a un TDL ou non? Je vais vous finir avec un point sur ça, sur combien d'années ça peut prendre. Mais si j'ai déjà un diagnostic ou j'ai déjà des lignes directrices au moins, hein, quand l'enfant se présente, selon les ressources qui vont être disponibles, le diagnostic est important, mais pour moi, c'est vraiment d'aller établir des objectifs fonctionnels, répondre aux besoins de l'enfant, et les besoins vont être liés à ses besoins, lui, dans sa vie. Est-ce que c'est d'interagir avec ses amis? Est-ce que c'est de pouvoir exprimer ses besoins? C'est quoi ses besoins à l'enfant? Avec quel locuteur? C'est quoi les opportunités pour aller pratiquer aussi ces choses-là, puis combler ses besoins de base et ensuite aller bâtir sur ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qui est le plus fonctionnel pour l'enfant dans différents contextes communicatifs. Avec des enfants qui sont
peut-être moins sévères ou plus vieux, je peux commencer avec des objectifs qui touchent la métalinguistique, habituellement dans la langue dominante, mais je peux aussi le faire dans la langue qui est moins dominante parce que ça va vraiment aller toucher des notions qui sont irrespectives de la langue en soi. Tantôt, je vous ai parlé, on peut aussi aller sélectionner des objectifs qui sont envisageables dans les deux langues. Donc, tantôt, je vous ai donné l'exemple banal du je. Pourquoi je vais aller travailler le pronom je? Est-ce que c'est réellement fonctionnel pour cet enfant-là? Eh bien, si dans la langue, dans la deuxième langue, dans la L1, il y a des pronoms personnels et ils se retrouvent dans la même position au niveau syntaxique, ça pourrait être un objectif fonctionnel. Ça pourrait être adéquat d'aller cibler cet objectif. Mais sinon, je pense que le vocabulaire, et puis là, on peut rentrer encore tout dans un autre aspect, si on parle de l'enseignement robuste du vocabulaire, on peut rentrer dans vraiment la stimulation du vocabulaire. Et je vais dédoubler mes chances que l'enfant multiplie ses apprentissages en allant travailler le vocabulaire, les mêmes mots, dans la langue maternelle. Si je ne suis pas certaine qu'un enfant ait réellement un TDL, même si le diagnostic est déjà posé, il est dans mon bureau, je pourrais mettre mes observations sur papier. Okay? Je fais mon évaluation, je ne suis pas certaine, je mets mes gants blancs, je n'émets pas nécessairement de diagnostic tout de suite. Hein? Ça ne fait pas suffisamment d'années, tantôt je vous parle du nombre d'années. Je peux faire une intervention plus écourtée où je me mets 4-5 rencontres et puis plutôt que de commencer à cibler des objectifs précis, je vais choisir un ou deux petits objectifs et je vais y aller en format évaluation dynamique. Donc, c'est comme une évaluation dynamique plus prolongée. Au lieu de le faire en dedans d'une séance, je le fais sur 4-5 séances et je vois la réponse à l'intervention de l'enfant. Et habituellement, dans ces cas-là, selon les apprentissages de l'enfant, si les apprentissages se font facilement, l'enfant a sûrement juste besoin de plus d'exposition à la langue. Je peux encore intervenir à ce niveau-là, mais ça me donne des informations très, très pertinentes. Si l'enfant répond difficilement à l'intervention, bien à ce moment-là, on a peut-être besoin d'aller à un palier, effectivement, de continuer en orthophonie avec des objectifs plus spécifiques et encore pour répondre à ses besoins et le rendre fonctionnel. Hein? Avec la catalyse, le trouble développemental du langage, en fait, la catalyse a été faite plus pour des enfants monolingues. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient en 2021, mais je vous en parlerai plus tard, peut-être dans mes stories, si vous me suivez. Mais bref, est-ce que, selon la catalyse, il faut voir, est-ce que l'enfant a été suffisamment exposé à chaque langue? Je peux voir comment l'enfant répond à l'intervention. Et puis, je peux quand même agir en intervention, en prévention, si vous voulez, puis aller multiplier les opportunités de stimulation pour cet enfant-là s'il y a peut-être un manque d'exposition. Puis quand je dis manque, ça ne veut pas dire que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, c'est juste qu'il n'a pas suffisamment été exposé, le pourcentage n'est peut-être pas suffisant, le temps qui est écoulé n'a pas été suffisant. Comme je vous disais tantôt, le 40% qu'il faut atteindre pour que le vocabulaire, du moins réceptif, se marie à celui d'un enfant monolingue, c'est quand même un gros pourcentage. Et si on regarde juste la journée scolaire, du lundi au vendredi, si l'enfant parle une autre langue pendant ses pauses à d'autres enfants, et puis il est scolarisé en français, et qu'on ajoute les fins de semaine, les vacances, les jours fériés, etc., on n'atteint pas vraiment ce 40%. Donc, il faut se dire qu'on aurait besoin de bien plus de temps pour que cet enfant ait une maîtrise suffisante avant de pouvoir vraiment poser un diagnostic, du moins dans la langue seconde. Mais si on évaluait de façon plus profonde dans la langue dominante, dans la langue maternelle, on aurait un meilleur portrait. Donc, je voulais juste finir avec un point. Il est vraiment bien démontré dans la littérature que le bilingue séquentiel, donc on sait que les bilingues simultanés, ils vont atteindre certains stades développementaux comme le babillage, l'apparition des premiers mots, l'apparition des premières combinaisons de mots,
aux mêmes âges que les monolingues. Donc déjà, quand on fait une histoire de cas approfondie, on peut recueillir certaines de ces informations si, culturellement parlant, ce sont des choses qui sont observées par la famille, parce que c'est peut-être pas comme ça que les parents interagissent avec leurs enfants. Il y a plusieurs parents qui ne s'attendent pas, dans plusieurs communautés, cultures, qui ne s'attendent pas au premier mot à un certain âge. Donc, pour les bilingues simultanés, on a ces stades développementaux précoces qui peuvent être des indicateurs pour nous. Et ensuite, chez le bilingue séquentiel, donc pour la plupart, c'est le bilingue qui va apprendre la langue majoritaire au moment de la scolarisation. Ce qui est démontré dans la littérature, c'est qu'il peut atteindre des niveaux équivalents aux monolingues vers la fin du primaire. Donc, on parle de, ici au Québec, le système scolaire, ça c'est 6 ans de scolarisation dans la langue majoritaire. Mais certains domaines, tels que la phonologie et la macrostructure narrative, vont être acquis plus rapidement. Donc, ça prendra peut-être pas 6 ans pour que l'enfant les maîtrise comme un monolingue au niveau de la phonologie et de la macrostructure narrative. Par contre, les sphères comme la morphologie, les morphèmes grammaticaux, la tête du vocabulaire conceptuel et le développement et les connaissances sémantiques, ça peut prendre 6 ans ou plus. Et encore, tout dépend de la qualité de stimulation. Donc, on ne peut pas juste s'attendre à ce que le input qui est reçu à l'école soit suffisant. Il faut vraiment aussi multiplier les opportunités si on veut que l'enfant maîtrise adéquatement cette langue-là. Puis là, je parle d'un enfant qui se développe typiquement et non pas d'un enfant qui a un trouble développemental du langage. Alors, il faut savoir que si je rencontre un enfant dans mon bureau, puis là, je dis si ça fait seulement 2 ans qu'il est exposé à la langue, mais si je regarde cumulativement ce 2 ans, et puis que je regarde vraiment au fil du temps, ça a été quoi réellement le pourcentage d'exposition, encore en tenant compte les vacances d'été, les vacances de Noël, la semaine de relâche, les jours fériés, les jours de maladie. C'est des jours que l'enfant n'est pas exposé à la langue majoritaire. Alors, est-ce que je peux m'attendre en évaluant cette langue, si j'évalue seulement une langue, ce qui n'est pas recommandé, que l'enfant atteigne le niveau d'un enfant monolingue? Non. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut embarquer dans tout ce qui est j'évite d'utiliser des tests qui sont normés sur des monolingues, ce qui est le cas pour de nombreux tests. Et je vais y aller avec d'autres méthodes d'évaluation, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si vous êtes intéressé à en connaître plus sur l'intervention auprès des enfants bilingues, je vous annonce aujourd'hui que ma liste d'attente est officiellement ouverte pour mon atelier en direct de ma formation qui s'intitule L'enfant bilingue, intervenir efficacement. Dans cet atelier, je révise les mythes reliés au bilinguisme pour les déconstruire à nouveau, parce que tout ce qui est relié aussi au mélange de langues entre les phrases ou à l'intérieur d'une phrase, c'est très complexe, puis c'est très... ça se développe aussi avec le langage de façon typique. Fait que j'adresse en profondeur davantage le développement typique des enfants bilingues, simultanés et séquentiels, et aussi l'influence des facteurs justement ethno-linguistiques et socioculturels sur le langage. Dans la formation, on va aussi regarder des cas cliniques ensemble. On va pouvoir élaborer un plan d'intervention et savoir comment le faire avec la famille, comment vraiment inclure en coaching la famille, les impliquer dans l'intervention. Puis on va aussi réviser en profondeur, là, je vous ai donné vraiment les grandes lignes, les objectifs qui sont soutenus par les données probantes en intervention auprès de cette clientèle. Tantôt, je vous ai parlé de l'enseignement robuste du vocabulaire, de la métalinguistique. On va parler un peu de l'évaluation dynamique, malgré que c'est portion évaluation, mais on peut l'utiliser en début d'intervention si on veut clarifier un petit peu à quel palier on se retrouve en intervention. Donc, je veux vraiment que vous puissiez avoir une prise en charge avec confiance, même si vous êtes vous-même monolingue. Et puis dans la description, vous avez le lien là si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente.
Je sais que certains d'entre vous n'êtes pas canadiens, mais je compte donner la formation à cette heure ici, là, donc sur des heures de dîner. Par contre, chaque module dure environ 1h30, des fois jusqu'à 2 heures, dépendamment des questions. Bon, je radote un petit peu. Fait que voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. J'ai essayé vraiment de synthétiser les informations pour vous aujourd'hui. Là, je vais regarder un petit peu. Ouf, les commentaires ont défilé énormément. Ça coupe. Comment ça, ça coupe? Est-ce que vous m'avez bien entendu au Québec, le problème est le trilinguisme anglais, français et la langue de la maison? Mais c'est la même chose, en fait. Quand je regarde, comme je vous ai parlé de bilinguisme, la première chose que je veux voir, c'était quoi le pourcentage d'exposition à chaque langue, depuis quand, pendant combien de temps est-ce que chaque langue a été maintenue et c'est quoi les opportunités. Donc, c'est pas un problème en soi, mais on va vouloir aller évaluer la langue qui est dominante. Et c'est sûr qu'il va y avoir une langue dominante. Demandez aux parents, ils vont vous le dire. Je sais que je lis ici que des médecins de famille conseillent encore aux parents de ne plus parler leur langue maternelle. Donnez-leur, envoyez-leur les mythes. C'est tellement désolant d'entendre ces mythes, même pour un enfant qui a un trouble qui est diagnostiqué. Et oui, c'est vrai aussi pour les enfants qui ont plusieurs comorbidités. Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que moi, je suis en petite enfance, donc ce qu'on va plutôt diagnostiquer en petite enfance, ça va être le trouble développemental du langage, peut-être le TSA. Ben, en fait, pour la déficience intellectuelle, oui, pour le TSA aussi, ça tient. J'ai pas tant lu d'articles sur les déficiences intellectuelles, mais la catalyse, il faudrait que je vous donne un lien. C'est un en tout cas, je ne sais pas si j'utilise la bonne terminologie, mais c'est un consortium comme mondial qui a été entendu pour que tous les orthophonistes se servent de la même terminologie. Maintenant, on ne parle plus du trouble spécifique du langage ou de dysphasie ou de trouble primaire et persistant du langage. On doit tous se servir du terme trouble développemental du langage lorsqu'on a un enfant qui présente des difficultés persistantes au niveau du langage. Et puis, s'il y a un autre trouble qui est associé, donc c'est un trouble du langage dans le contexte de une déficience intellectuelle, d'un trouble du spectre de l'autisme ou autre. Merci, oui, j'ai plusieurs personnes, en fait, je descends maintenant, j'ai plusieurs personnes qui ont le terme spécifique au Québec. Oui, c'est censé correspondre partout au monde, mais je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais c'était un consensus multinational pour que tous les pays adoptent la même terminologie. Est-ce que j'offre un webinaire ou un atelier pour l'évaluation des enfants? Pas encore. Donc, j'en ai parlé tantôt. Je n'offre pas encore le webinaire pour l'évaluation, mais ça s'en vient. Mais c'est sûr que dans ma formation sur l'intervention auprès de l'enfant bilingue, je touche un peu comme aujourd'hui sur l'évaluation. Merci Camille, tu trouves ça intéressant, super. Vous avez bien entendu, super, excellent. Parce que moi, de mon côté, je vois que ça coupe un petit peu au niveau de l'image. Est-ce qu'on compte l'exposition de mauvaise qualité dans la qualité d'exposition? Parents qui essaient de parler la langue majoritaire, même s'ils ne la parlent pas. Excellente question, Karine. Oui, on la compte absolument, mais c'est sûr que si ça fait 1 an que le parent se force à parler la langue majoritaire et que le parent lui-même ne maîtrise pas la langue, la qualité ne sera pas pareille et la fréquence va être bien réduite parce que le parent s'efforce à parler une langue. Si ça ne vient pas naturellement, je dis toujours aux parents, faites ce qui vous vient naturellement et que ce n'est pas nécessaire de parler la langue de scolarisation avant de rentrer à l'école et que les enfants vont apprendre à parler cette deuxième langue, mais il suffit de leur donner assez de temps.
On voit aussi souvent dans la littérature que les enfants, c'est comme des éponges qui absorbent soudainement une langue. Bien, en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Oui, les enfants ont la capacité d'apprendre une multitude de langues dès la naissance, mais ils sont pas comme des éponges. Et puis, ils ont besoin de suffisamment d'années de temps d'exposition. Ce qui arrive, c'est que souvent, de façon précoce, certains enfants vont devenir assez fonctionnels dans une conversation de base. Donc, si je pose des petites questions, puis si on regardait un échantillon de langage entre moi et un enfant qui vient juste d'être exposé à une langue pendant 1 ou 2 années, il pourrait sûrement s'en tirer super bien avec une conversation simple, avec un sujet familier. Mais si on mettait cet enfant dans une situation plus scolaire, vous verrez les difficultés. Puis là, je ne parle pas que cet enfant ait nécessairement un trouble, mais vous allez vraiment voir à ce moment-là, au niveau morphosyntaxique, au niveau du vocabulaire et au niveau sémantique, que mais finalement, l'enfant n'est pas tant une éponge que ça, puis il a vraiment besoin de plus de temps, plus d'exposition de qualité et plus de quantité pour vraiment dire que cet enfant maîtrise la langue, même s'il semble bien s'en tirer à certains moments. Pour un bilingue séquentiel L2 français, est-ce que tu recommandes une éval en L1? Toujours. Fait que je vais juste le répéter. Quand l'enfant se présente dans mon bureau, je trouve des moyens pour l'évaluer dans ces 2 langues. C'est sûr que, dépendamment de la langue et de la complexité de la langue, bon, de un, je peux aller faire une recherche sur Wikipédia. Oui, Wikipédia va vous donner un peu la structure de la langue de façon très simple. Ensuite, je vais aller échantillonner, juste demander aux familles de m'envoyer des vidéos, des interactions avec leurs enfants, si c'est quelque chose qui est approprié pour la culture. Est-ce que les parents m'envoient des vidéos et je regarde ces interactions-là? Je peux aussi regarder l'enfant qui interagit avec sa fratrie, l'enfant qui interagit avec un cousin, une cousine, l'enfant qui joue seul, l'enfant qui fait des travaux. Je veux voir comment est-ce que l'enfant interagit, peu importe avec qui. Donc, ça me donne des informations, moi, pour mon évaluation. Encore, le sujet n'était pas tant l'évaluation, mais oui, le plus possible, je vais évaluer dans la L1. Il faut évaluer dans la langue dominante. C'est ce qui est montré dans les données probantes nous le disent. On doit évaluer dans la langue dominante et sinon dans les 2 langues. Si je ne peux pas évaluer entièrement dans les 2 langues, mais je trouve tous les moyens possibles pour aller échantillonner la langue maternelle. Est-ce que j'ai accès à un interprète? Est-ce que je suis porte-parole de moi? Je suis orthophoniste, je sais c'est quoi une pratique efficace et la pratique qui est recommandée par les données. Et donc, je peux être le porte-parole à mon employeur pour dire, écoute, j'ai besoin d'accès à un interprète en tout temps quand j'ai un enfant qui se présente chez moi, chez qui la langue dominante n'est pas le français ou l'anglais, si vous le parlez, là. Donc, je descends un petit peu plus dans les commentaires. Tu disais que tu voyais des Haïtiens. As-tu des outils d'évaluation pour cette langue? J'en ai ici en Guadeloupe. Non, mais je me demande si le MacArthur Bates, je sais qu'il a été traduit dans de nombreuses langues, déjà pour échantillonner le vocabulaire. Non, j'ai pas d'outils d'évaluation, mais encore, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette boîte de j'ai besoin d'un outil d'évaluation. Puis, je sais que pour les orthophonistes qui sont des nouvelles gradués, c'est plus difficile de se baser sur notre expérience linguistique, mais informez-vous auprès des familles. Les parents vont vous le dire. Est-ce que l'enfant qui parle en ce moment-là, est-ce que ça représente comme les autres enfants dans la communauté? Ils vont vous informer sur la performance de leur enfant. Déjà, si le parent se présente, si c'est le parent qui vient vous voir et qu'il a des inquiétudes, on fait toujours confiance aux parents. Ils sont les meilleurs experts de leurs enfants et de leurs capacités. En France, j'ai bien entendu les liens de blog. Le blog, vous allez sur mon site web. Donc, si vous êtes sur ma page Facebook, vous allez cliquer sur mon site web et puis vous allez dans... excusez-moi, je suis dans la section billets, non, outils. C'est dans les outils gratuits, désolé. Fait que dans les outils gratuits, j'ai des blogs.
Et puis, il y a des outils à télécharger. Je me souviens plus là si j'ai mis justement les mythes en téléchargement. Je crois que je l'ai mis en PDF quand j'avais donné un autre webinaire gratuit au mois de juin et c'était plus pour le grand public, les parents, les éducateurs, les psychoéducateurs, tout ça, les enseignants. Et on avait rédigé en PDF pour imprimer les mythes qui se lient au bilinguisme. Mais j'ai aussi dans ce blog des liens extérieurs. J'ai ma collègue Audreyne qui était orthophoniste en France. Je ne sais pas si Audreyne, elle est parmi nous. Mais Audreyne, elle a un super blog. Elle a des outils. Je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux. C'est Une bulle, une langue. Donc, elle vous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur le développement des enfants bilingues, multilingues. Bon, Céline Leff me demande, et pour les enfants qui ne parlent pas ou presque pas la langue de leurs parents et parlent peu la langue majoritaire. Bon, exactement. Donc, pour un enfant qui ne parle peu ou pas, peu importe la langue, je veux quand même soutenir la langue maternelle. Bon, je me pose la question, est-ce que le parent parle une autre langue? Est-ce que je peux parler aux parents dans ma langue? Est-ce qu'on parle la même langue? Est-ce que, si oui, est-ce que le parent parle cette langue couramment? Ou est-ce que le parent parle sa langue d'origine à la maison? Donc, habituellement, si c'est pas, par exemple, pour ici au Canada, si c'est pas l'anglais, ça veut dire que c'est une autre langue, c'est une langue d'origine, une langue qui n'est pas majoritaire au Canada. On veut soutenir la langue maternelle. Donc, encore, je pense à l'enfant. Qu'est-ce qui va rendre l'enfant fonctionnel? Développement du vocabulaire en compréhension. On va aller travailler le même vocabulaire, moi et la famille. Intervention pour la lecture interactive. Je vais regarder c'est quoi les opportunités de stimulation du langage avec les locuteurs variés de l'enfant. Puis là, tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que l'enfant a les prérequis linguistiques? Est-ce qu'il entre en interaction? Est-ce qu'il y a une attention conjointe? Est-ce qu'il utilise des gestes? Demandez aux familles c'est quoi leurs objectifs. Ils vont vous le dire. J'ai des parents qui vont me dire « Je veux que mon enfant parle ». Alors là, je vais décortiquer avec le parent, bon, à quoi ça ressemble ça? Bon, en tout cas, tout ça, j'aborde tout ça dans ma formation. Hein. Comment coacher les parents, comment décortiquer avec les parents. Vous avez des parents qui sont des fois très verbaux et d'autres qui ont besoin plus d'accompagnement dans leur réflexion. Mais laissez-leur vous guider. J'établis toujours mes objectifs avec la famille. C'est très important. Quoi dire aux parents qui mélangent constamment deux langues dans un même énoncé? C'est parfaitement normal, Andréane Belzile. Mélanger deux langues dans un même énoncé, ça fait partie de la culture du bilingue. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises, je pense, dans cette vidéo. Je vous ai parlé de input et d'autres choses. Donc, ce qu'on appelle le code switching, mélanger deux langues dans une phrase, c'est typique chez les bilingues. Alors, les enfants, bien sûr, vont reprendre les modèles qu'ils entendent. Ce n'est pas cause de confusion. En fait, la littérature démontre très bien que les enfants s'adaptent à leurs interlocuteurs. Donc, un enfant qui parle deux langues va s'ajuster selon ses connaissances. Si un locuteur s'adresse à l'enfant, par exemple, en français et que l'enfant parle le français et l'espagnol, l'enfant va s'ajuster et s'adresser le plus possible en français à ce locuteur sans même qu'il y ait d'une notion préconçue de ce locuteur, même avec un étranger. Donc, ce n'est pas cause d'inquiétude le code switching. J'ai des parents qui trouvent important que leur enfant différencie les deux langues. J'aurais tendance à dire aux parents qu'eux aussi font mélangent sûrement les deux langues et que ça fait partie du développement typique des enfants bilingues et que ce n'est pas cause de confusion. Mais les parents eux-mêmes peuvent reformuler eux dans une langue. Mais le un parent, une langue, c'est une stratégie qui est utilisée couramment, sauf que pour les parents qui parlent plus d'une langue, je vous dirais que eux-mêmes, ça leur demande de l'effort. Donc, c'est sûr que pour qu'un enfant maintienne sa langue minoritaire au fil des années, ça demande
un plan parental. J'adresse ça aussi dans ma formation. Comment établir un plan parental? Le plan parental, c'est par rapport à l'intervention orthophonique, mais aussi le plan et les désirs du parent. Donc, je veux les soutenir là-dedans. Comment trouver les moyens, justement, d'aller développer ces deux langues. L'enfant est encore jeune, 3 ans, 4 mois. Il faut lui donner suffisamment de temps pour développer ces deux langues, mais il ne mélange pas les deux langues. Le mot mélanger porte à confusion, mais le code switching, donc de switcher d'une langue à l'autre à l'intérieur d'une phrase ou d'une phrase à l'autre, ça fait partie du développement chez les bilingues et ça reflète aussi les normes de la société. Donc, c'est ça ce que je dirais aux parents. Demander... Sur quoi te bases-tu pour appuyer la demande d'un parent pour faire scolariser au primaire un enfant en anglais? L1 anglais, espagnol, L2 français. C'est une bonne question. Il faudrait que j'ai... C'est difficile de répondre à cette question, Mylène. Il y aurait beaucoup de facteurs que je prendrais en considération. D'ailleurs, ça a été une question qui a été soulevée avec ma première cohorte au mois de juin-juillet. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'en ai parlé avec des collègues. Je pense que si l'enfant avait un trouble diagnostiqué sévère et que, encore, on veut multiplier les opportunités pour cet enfant-là de développer son langage. Et déjà, on sait qu'un enfant qui a un trouble développemental du langage a besoin de beaucoup plus de répétition au niveau du vocabulaire pour acquérir des nouveaux mots de vocabulaire. Alors, si je veux mettre toutes les chances pour que cet enfant puisse multiplier ses opportunités. Si, par exemple, dans ce cas ici, je vois anglais, espagnol, la L1, français, L2, bon, de un, je voudrais vraiment aller voir c'est quoi le pourcentage de répartition de l'anglais espagnol à la maison et au travers de la semaine pour voir vraiment si on a une semaine complète, c'est quoi le poids de chaque langue. Est-ce que le français, c'est juste en scolarisation? Est-ce qu'il y a des activités parascolaires? Est-ce qu'il y a des personnes d'importance dans la vie de l'enfant qui échangent en français avec lui? Est-ce que les parents parlent le français? Et aussi de maintenir la langue maternelle. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs. Pour moi, ça va être comme un des derniers recours que je vais avoir. Mais si j'avais de façon plus extrême une famille, des réfugiés qui ont fait face à beaucoup de traumatismes, qui parlent une L1 autre que les langues majoritaires et arrivent ici et apprennent, par exemple, l'anglais parfois et obtiennent des emplois en anglais et que la langue, ici au Québec, on est obligé d'être scolarisé en français et que l'enfant a un trouble sévère, à ce moment-là, je pourrais appuyer des arguments pour dire que pour multiplier les opportunités, pour soutenir la L1 et pour soutenir l'enfant davantage, mais que c'est quand même une langue qui se retrouve dans la communauté, mais peut-être que j'irais appuyer de cette façon, mais c'est souvent refusé. Bon, ça va être la dernière question que je vais prendre. Est-ce qu'on demande aux parents de parler... Attendez une seconde. Oh, vous êtes encore 160 quelques personnes avec moi. Merci d'être resté avec moi tout ce temps-là. Est-ce qu'on demande aux parents de parler leur langue maternelle s'ils ne parlent pas depuis la naissance, s'ils ne le parlent pas depuis la naissance, s'ils préfèrent parler un mauvais français car leur langue est minoritaire, si l'enfant a 4 ans par exemple, est-ce que ça a du sens? Ce qui a du sens, c'est ce qui fait du sens pour la famille. Donc, je vais clairement demander à la famille qu'est-ce qui vous vient plus naturellement. Je vais regarder les échanges. Si j'ai les deux parents dans mon bureau, est-ce que les parents s'échangent dans leur langue maternelle? Habituellement, oui. Et tout ça, la langue, est reliée aux interactions qu'ils vont pouvoir offrir à leurs enfants. Alors, c'est notre rôle en tant qu'orthophoniste de mettre du poids sur l'importance de parler la langue, que les parents eux-mêmes parlent leur langue dominante à leurs enfants. Parler du trouble de la parole en contexte de bilinguisme. Je parle du trouble du langage. Bien, on peut parler du trouble du développement des sons de la parole ou du trouble développemental du langage. Et puis, dans le fond, Samy, j'ai parlé justement de troubles de la parole et du langage en contexte de bilinguisme. Toutes les informations que je vous ai fournies aujourd'hui
sont basés sur le développement typique des enfants bilingues. Et ensuite, ben, nous, on utilise le développement typique pour voir si on est en contexte de trouble ou non. On voit comment l'enfant répond à l'intervention. On veut choisir des objectifs qui peuvent se multiplier dans la langue de scolarisation, dans la langue majoritaire et dans la langue d'origine. Donc, aller choisir vraiment des objectifs qui se multiplient dans les deux langues. On veut éviter d'aller cibler des objectifs qui sont liés juste à une langue, comme par exemple, je reviens au même exemple de tantôt, là, mais d'aller travailler les pronoms personnels je et tu, si c'est pas une structure qui va se retrouver dans la langue d'origine de l'enfant, ça ne va pas faire partie de mes objectifs. Et encore, je veux, mon objectif, Mélissa, c'est que l'enfant soit fonctionnel. Donc, je veux voir c'est quoi les obstacles pour cet enfant dans sa vie. Est-ce que c'est dans ses activités parascolaires? Est-ce que c'est dans ses échanges avec ses amis? Est-ce que c'est en classe? Est-ce que c'est avec ses parents? Est-ce que c'est en jouant des jeux vidéo quand il lit les instructions? Maintenant, je n'ai pas parlé de langage écrit, mais parce que c'est pas ma spécialité, donc je ne voudrais pas vous donner les mauvaises informations, mais oui. Donc, pour moi, ça fait le tour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ma liste d'attente est ouverte pour ma formation qui va être lancée d'ici 2 semaines. L'enfant bilingue, intervenir efficacement. Donc, si vous voulez participer à la formation, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Et puis, je vous remercie. La liste d'attente, ça ne vous engage à rien, mais il va y avoir seulement 20 places disponibles pour cette cohorte. Alors, c'est sûr que la liste d'attente vous donne accès en primeur aux places qui seront disponibles. Et puis, je vous souhaite un bon vendredi. Pour ceux qui sont au Québec, Canada,